Bonjour à toutes et toutes. Donc, je laisse le temps un peu à tout le monde de se connecter. Là, vous êtes très ponctuels, mais on sait que sur les webinaires, souvent, il faut quelques minutes pour que tout le monde nous rejoigne. Donc aujourd'hui, j'innove un petit peu avec cet outil qui s'appelle WooClap, où je vous invite à répondre à des petites questions. Ça me fait une intro en attendant que tout le monde arrive et pour faire un peu connaissance. Donc, vous pouvez soit scanner le QR code qui est affiché pour pouvoir répondre depuis votre téléphone, soit répondre directement là dans Zoom si vous êtes sur l'appli Zoom, normalement on vous le propose, soit aller sur wooclap.com avec le code qui est affiché. Et je vous partageais aussi les réponses. Ça, tout le monde va voir un petit peu qui est là. Je trouve que c'est toujours agréable de savoir un peu qui sont les autres. Bonjour Benjamin, bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Désolée, du coup, je répète en boucle pour ceux qui étaient en avance. Mais voilà, je vous propose de pouvoir participer à un petit sondage. J'essaie de mettre les deux en visu, comme ça vous pouvez voir et le QR code et les réponses. Donc pour info, la réunion est enregistrée puisque derrière ça va me permettre aussi de diffuser le replay. Donc si ça vous embête d'être visible, vous pouvez couper les caméras. Sinon, si vous les laissez allumer, pour moi c'est toujours plus sympa de vous voir, donc c'est comme vous voulez. Mais voilà, derrière je diffuserai un replay pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Et notamment pour mes apprenants qui n'étaient pas forcément dispo et qui aiment bien avoir accès aussi à des webinaires. Allez, je laisse encore 2 minutes aux retardataires pour nous rejoindre et puis après on va démarrer. Et donc en tout cas, merci pour vos réponses. Donc je vois qu'on a des designers ou étudiants designers, des chargés de mission responsables de lab, coach formateur, cadre coordinatrice, designer, communicante en e-santé, consultante. Donc un peu de diversité dans ce groupe. Je vois pas mal de noms connus aussi. Allez, je laisse encore 2 petites minutes. Et en attendant les retardataires, je vais vous poser une deuxième question. Où est-ce que vous travaillez? Où est-ce que vous évoluez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? À PHP, ancienne collègue peut-être, puisque j'ai travaillé à la PHP, bon, ça fait longtemps, hein. C'était en 2019-2020. Au CHU de Lille, ok. Au centre hospitalier psychiatrique associatif, donc dans un ESPIC, dans l'est de la France, frontière suisse. Ça, c'est sympa de se rendre compte souvent qu'il y a des gens d'un peu partout. Quand même l'avantage des webinaires, de pouvoir se retrouver. Strasbourg. Est-ce qu'on a quelqu'un du sud un peu? Ah, Occitanie. On va pouvoir faire toute la carte de France dans des entreprises indépendantes. Donc, je vois qu'on a des slasheurs, comme on dit, des gens qui aiment bien faire plusieurs trucs en même temps. Euh, en start-up, designer santé freelance. Enfin, nous, on travaille beaucoup hein, avec des designers en freelance, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails si vous avez envie de collaborer. D'ailleurs, là, parmi les gens connectés, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà travaillé, dont Michael, par exemple. Excusez-moi, Oui.
Euh, Riviera, en fait, je vous ai rejoint un petit peu en décalé après 12h30. Comment on fait pour répondre sur... Alors, il y a trois possibilités. Est-ce que là, sur l'écran, vous voyez un QR code ou pas? Oui, sauf que je suis connectée, je travaille à l'hôpital, je suis connectée avec mon téléphone portable dans une salle de pause de déjeuner, donc je peux pas, Il n'y a j'ai pas pas... de souci. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, aucune obligation à remplir directement là-dessus. Là, c'était un petit peu mon petit interlude en attendant que tout le monde se connecte. Vous pouvez vous présenter dans le chat, vous pouvez vous présenter là à l'oral. Souvent, j'évite de demander un tour de table parce que comme on est vite nombreux, ça prend du temps. D'accord. Mais voilà, vous qui n'arrivez pas à aller sur Booklab, vous pouvez nous dire directement à l'oral si vous voulez qui vous êtes. Ok, je suis kinésithérapeute Ouais, à l'hôpital depuis très longtemps. Enfin, je suis kinésithérapeute depuis plus de 18 ans et j'ai une thèse en neurosciences et un diplôme de responsable d'établissements médicaux et médico-sociaux. Et donc, je cherche à arrêter la pratique clinique. Donc, je cherche un nouveau poste en tant que chargée de mission ou chef de projet, en fait. Et je suis à super l'hôpital public. intéressant. Beau profil, super intéressant. Bah, j'espère que ce webinaire pourra aussi vous donner d'autres perspectives encore. Exact. Euh, Allez, une dernière petite question, un mot pour décrire vos attentes. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre dans le chat. Ah oui, on a aussi quelqu'un de Foch, pardon, j'ai switché de questions entre deux. Mais donc si vous voulez nous mettre vos attentes, on va avoir un petit nuage de mots. Et j'essaierai de m'y adapter aussi dans ma présentation. Méthodo, je vais aborder de manière très succincte un petit peu la méthodo, à ma sauce d'ailleurs. Mais je voulais surtout illustrer avec beaucoup d'exemples aujourd'hui. La curiosité, bah, j'espère qu'elle sera nourrie. L'aspect opérationnel, bah, pareil, ça sera surtout plus des exemples. Alors, je pense que quelqu'un a dû mettre spécificité milieu médical, mais parfois ça coupe les mots. Donc, effectivement, nous, c'est vraiment que des exemples santé. L'approche et les retours d'expérience, bah là, il y en aura pas mal. Aurélie nous dit découvrir ce que ça peut m'apporter dans de futurs postes de chef de projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Comprendre les exemples, la curiosité. Ça bouge. La communauté, les idées. Super. Bon, eh bien, je pense qu'on a laissé le temps aux retardataires de nous rejoindre. Moi, ça me donne une petite idée. Je devrais plutôt pouvoir répondre hein, effectivement à vos attentes, surtout sur la partie exemple et concret. C'est vraiment le but de ce webinaire. Parce que, bon, on entend souvent parler de design thinking, mais c'est quand même pas un terme très, très parlant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas le terme le plus explicite. Et donc, des fois, se dire, mais ça, déjà, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux en faire, moi, dans mon secteur? C'est pas une évidence. Donc, je vais essayer de répondre un peu à cette question. Voilà, surtout en vous donnant pas mal d'exemples, des exemples sur lesquels bah, on a travaillé chez l'hôpital, soit en tant qu'acteur de conseil, où on a vraiment mis les mains dans le cambouis, soit en formation aussi, où on a accompagné des projets portés par des acteurs de santé. Donc, voilà, j'ai choisi 10 exemples. Je suis un peu bavarde, donc je risque d'en citer d'autres au passage. Mais surtout, si vous avez porté des projets, bah, ce sera sympa à la fin du webinaire de pouvoir avoir aussi d'autres retours d'expérience, parce que je vois qu'on a pas mal aussi de designers ou autres là qui sont connectés. Donc je suis à peu près certaine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont des exemples à partager. Et puis surtout, bah, évidemment, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à soit lever la main Zoom ou à écrire dans le chat pour que ce soit aussi interactif. Le but, c'est pas que je parle toute seule. Et puis, bah, allons-y. Je vais commencer quand même par vous présenter un petit peu l'hôpital. Je pense que voilà, certains connaissent déjà, mais pour que vous sachiez un petit peu aussi d'où je parle. Et puis me présenter moi d'ailleurs, ce que j'ai pas fait. Moi, du coup, je suis la fondatrice du coup de l'hôpital. Je suis moi de formation ingénieure, polytechnicienne, docteur en chimie, donc pas grand-chose à voir avec la santé, mais passionnée par le sujet, entre autres parce que j'ai baigné dedans avec une maman infirmière cadre de santé. J'ai travaillé d'abord à l'AP-HP, au siège, dans la direction du pilotage de la transformation, dans une équipe dédiée à l'innovation orga et numérique.
pas mal participé à la gestion de crise Covid, on l'abordera rapidement tout à l'heure. Et puis derrière, voilà, j'ai monté ma structure et je vais en parler un peu plus. Et en parallèle de ça, j'ai pu participer à une mission ministérielle que j'évoquerai aussi et je donne des cours dans quelques établissements assez variés puisque ça va de l'EHESP à HEC en passant par l'école de design. Mais toujours sur des sujets santé et innovation collaborative. Voilà, c'est vraiment cette intersection-là qui m'intéresse. Donc l'hôpital, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une agence d'innovation qui a comme objectif vraiment de décupler le pouvoir d'innovation des acteurs de santé. On se met vraiment au service de ceux qui veulent porter des changements avec un peu trois grands axes: outillés avec du conseil et des formations, connectés en essayant vraiment beaucoup de créer du lien, de mettre des gens en relation et on a créé pour ça aussi des espaces. Et inspiré en montrant que bah, tout n'est pas perdu. Ce secteur va pas très bien, on est tous au courant, mais pour autant, il y a encore plein de choses qui peuvent changer, qui peuvent s'améliorer. Et donc, on partage des contenus, beaucoup sur LinkedIn, aussi dans un podcast et via différents événements, conférences ou webinaires comme maintenant. On a donc, comme je disais, travaillé avec beaucoup d'acteurs de santé, des institutions publiques, des établissements, l'enseignement supérieur, des assos de patients ou autres associations, des acteurs de la e-santé, des labos. Donc on est assez transverse dans l'approche. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait notre force, c'est que du coup, on connaît un peu tous les types d'acteurs et on aime bien aussi faire du lien entre tous ces acteurs-là. On a une communauté qui est très riche, engagée, avec donc des événements régulièrement. Donc ça, vous pourrez retrouver sur le site, en présentiel comme en visio. Donc là, par exemple, c'était le Futurathon, un événement qu'on a fait en septembre à Nantes, où les gens ont passé 2 jours dans le futur, à imaginer des artefacts du futur. Ou encore les Lopi Talks qui avaient eu lieu au MK2 à Paris, avec des prises de parole un peu type TEDx et des ateliers. On a un Slack qui est gratuit, ouvert à tous, où il y a un peu plus de 500 membres d'un peu partout, où on a pas mal de franciliens, mais pas que, qui est ouvert vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent à l'innovation en santé. Et donc, vous pouvez le rejoindre et échanger si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, un podcast qui s'appelle Les Transformateurs, où vous allez pouvoir écouter des témoignages de plein d'acteurs de santé différents. Salut Francine qui nous rejoint, qui est PCME à Armentières et qui était une des apprenantes de la dernière promo de la formation DTS. Donc voilà, vous avez un peu tous ces éléments-là dont vous pouvez profiter et qui sont faits pour vous. Et on a notamment aussi donc, la formation Design Thinking Santé, qui est une formation de 6 mois pour permettre à tous les acteurs de santé qui ont envie de monter des projets innovants d'avoir une approche méthodo, claire, structurée et pragmatique. On est sur quelque chose d'assez voilà, terre à terre. On a adapté un peu aussi ces outils du design pour qu'ils soient faciles d'accès et qu'ils soient adaptés aussi aux contraintes des acteurs de santé qui sont peu dispo, qui sont dans des organisations, notamment les hôpitaux publics, qui sont contraints et donc, on a fait un peu, voilà, une version santé, donc qui est vraiment ouverte à toutes les personnes intéressées, plutôt des managers en établissement, mais ça peut aussi s'élargir à d'autres profils si il y a la possibilité de monter des projets concrets, puisque cette formation, elle est vraiment tournée sur des projets concrets. On va vous expliquer au fur et à mesure les différentes étapes et vous permettre de les appliquer sur un projet. Donc, c'est pour ça que la formation s'étale sur 6 mois. Donc on a un format hybride où il y a un peu de présentiel, un peu de visio, un peu de vidéo à regarder en autonomie. On a essayé de faire quelque chose qui soit hyper adapté aux emplois du temps les plus contraints. Et comme vous l'aurez deviné, on a fait du design thinking pour créer la formation design thinking. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a un format un peu original. C'était pour s'adapter vraiment aux besoins concrets des acteurs de santé. Et puis, on s'appuie bien sûr sur notre expertise et notre réseau pour alimenter des exemples et partir de notre expérience de comment on a appliqué ces méthodes-là dans le secteur de la santé. Et comme on est Calliope, c'est pris en charge par les budgets de formation. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos là-dessus, il y en a plein sur notre site. Et pour vous expliquer un tout petit peu plus, on a donc 2 journées en présentiel à Paris, au début et à la fin. Et entre deux, les modules, ils sont mixtes avec du MOOC, donc on regarde en autonomie, du coaching individuel, où vous avez accès à mon agenda et vous pouvez prendre rendez-vous une fois par mois pour un coaching, pour voir comment vous menez votre projet avec la théorie. Un webinaire collectif où souvent on invite un transformateur, quelqu'un qui a monté des projets aussi ailleurs et qui peut témoigner, un chat où on peut échanger en continu et un livret qui a été créé exprès pour la formation. Donc vous voyez, c'est très hybride. Et donc on a aussi
des témoignages sur le site. Vous pouvez voir un peu des retours d'expérience, bah, notamment de Francine, mais pas que, pour voir un peu ce qu'en pensent nos apprenants. Et on a une promo qui démarre en janvier, donc si vous voulez la rejoindre, bah, dépêchez-vous de m'écrire à ce sujet. Voilà, je rentre dans le vif du sujet de notre webinaire du jour, et donc qui est consacré au design thinking appliqué à la santé, avec pas mal d'exemples. Donc, j'ai choisi, comme je disais, 10 exemples concrets de comment on peut justement appliquer cette méthode. Mon premier exemple, bah, c'est un peu mon chouchou. Je, je pars souvent de Doug. Donc, si vous avez déjà suivi d'autres webinaires ou que vous m'avez croisé ailleurs, bah, vous connaissez peut-être déjà Doug. Donc Doug Dix, c'est un ingénieur de chez General Electric qui a fait un TEDx que j'aime beaucoup, et là, donc, que vous pouvez retrouver en ligne, Transforming Healthcare for Children and Their Families, où il explique justement ce projet, bien mieux que moi je ne vais le faire, puisqu'évidemment quand c'est lui qui raconte, ben, c'est son histoire. Mais donc si je vous résume un petit peu l'histoire de Doug, donc ingénieur qui travaillait sur bah, tout ce qui est examen clinique, IRM, scanner, etc. Donc, il travaille avec toute une équipe vraiment sur la partie technique de ce type de projet-là. Donc là, pour illustrer, j'ai mis, c'est pas du GE, là, c'est du Siemens, mais bon, c'est pour pouvoir vous faire un avant-après et illustrer un peu mon propos. Donc évidemment, lui, il est focalisé sur la partie technique. Il travaille vraiment sur les performances de son outil pour qu'on ait des images de bonne qualité, etc. Et puis, donc, ils travaillent pendant plusieurs mois là-dessus. Ils arrivent avec un résultat où ils sont assez satisfaits. Donc, ils viennent installer leur machine à l'hôpital. Et puis, Doug, bah, hyper fier quand même de l'aboutissement de ce projet, il vient assister au premier examen. Il veut voir le premier patient faire un examen. Et ce patient, en fait, c'est un enfant. Petit enfant, je sais plus, 6 7 ans, qui est en panique totale, qui est accroché à la main de sa maman et qui veut pas y aller, à qui on explique qu'il va devoir monter dans une grosse machine, qu'il pourra pas bouger, etc. Donc hyper compliqué. Et donc évidemment, on est obligé de le sédater. Ce qui arrive souvent hein, sur des examens qui font peur et avec des enfants agités. Et donc là, Doug, il est un peu horrifié, quoi. Il se dit, moi, j'avais pas prévu de faire une machine de torture. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin bref, et là, il regrette un peu. Il se dit non, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et donc, il décide d'aller s'inscrire à la D-School de Stanford, donc qui est là un peu où est né le design thinking. Et donc, il va prendre des cours et il va faire tout un projet pour se poser la question comment est-ce que je peux transformer l'expérience vécue par les enfants lorsqu'ils viennent passer un examen. Et donc, pour faire ça, évidemment, il va à la rencontre des enfants, des métiers de l'enfance, il va s'immerger dans des écoles, des crèches, etc. Il va faire toute une étude de terrain, il va travailler avec ces professionnels-là pour imaginer des solutions, et puis il fait ça. En fait, il transforme complètement l'expérience de l'enfant qui vient passer un scanner, une IRM. Il leur dit en arrivant, eh bien, écoute, tu vas avoir l'opportunité d'aller te cacher dans la cale d'un bateau pirate. En fait, t'y vas pour voler le trésor, mais le problème, c'est comme il y a des pirates qui font des rondes, il va falloir que tu te caches pendant qu'ils font leur ronde, et une fois qu'ils iront faire la sieste, tu pourras t'enfuir avec le trésor. Donc surtout, tu ne bouges pas, tu ne fais pas de bruit, il faut pas qu'on te repère. Donc le gamin, il est surexcité, hyper content d'aller se planquer dans la cale du bateau pirate. Il bouge pas, tout se passe très bien, et à la fin de l'examen, on lui remet un petit sac de pièces en chocolat. On le félicite parce qu'il s'est pas fait prendre par les pirates. Et la première fois qu'il y a un enfant qui vient passer l'examen, il repart, mais tout sourire, et il demande à sa maman quand est-ce qu'on pourra revenir. Donc moi, cet exemple, je le trouve absolument édifiant. C'est un des premiers trucs que j'ai découvert, moi, il y a 8 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au design thinking, et je me suis dit, mais c'est génial, c'est incroyable. Et depuis, je m'en remets pas, je suis toujours en train de travailler sur ces sujets. Et en fait, ce que je trouve génial dans cet exemple-là, c'est qu'on comprend vraiment que c'est l'expérience qui a été transformée, mais pas la machine. On pourrait se dire, ouais, mais la machine, ça va pas du tout, elle fait du bruit, elle tremble, on peut pas bouger, il faudrait qu'on change de machine. Pas du tout. Là, quand on regarde, ce qui a été fait, globalement, c'est un très très gros autocollant euh, et un scénario. Et donc, même en termes de coût, on n'est pas du tout sur recréer complètement tout le concept d'un examen, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à la fois à être plus à l'écoute de l'expérience et aussi à trouver parfois des solutions low-tech? C'est de là à la base que vient le nom de l'hôpital.
Même si en vérité aujourd'hui je fais pas vraiment de la low-tech, mais bon, à la base c'est ça qui m'intéressait. Mais voilà, de voir qu'on peut, avec peu de moyens financiers, avoir des gros impacts, bah, je trouve ça hyper intéressant dans un secteur comme les hôpitaux. Et donc cet exemple-là, je le trouve très marquant et il illustre très très bien ce que c'est, je pense, que cette approche design thinking. Je sais pas si vous connaissiez déjà cet exemple, n'hésitez pas à rebondir hein, si vous en avez envie. Ils l'ont décliné après dans plein d'autres formats, donc il y a le vaisseau spatial, il y a le sous-marin, enfin bref, c'est vraiment excellent. Je trouve ce truc excellent. Voilà, il y a d'autres choses beaucoup qui ont été déployées hein, autour des enfants à l'hôpital parce que forcément on est très sensible à leur expérience, on est plus, je pense, touché et empathique avec eux. Donc vous connaissez peut-être aussi les petites voitures qui permettent d'aller au bloc. Voilà, il y a pas mal d'autres exemples qui permettent d'essayer de leur créer un peu une expérience différente. Donc, si je vous propose, alors Michael qui dit, c'est toi qui m'avais transmis cet exemple que je transmets à mon tour. Oui, bah, avec plaisir. Franchement, je pense qu'il devrait faire le tour du monde cet exemple. Enfin, c'est déjà un peu le cas, hein, parce que ce TEDx, je sais pas combien il a de vues, mais il est hyper connu. Et effectivement, c'est vraiment des choses que je trouve très marquantes. Que moi-même, j'ai découvert un jour en suivant un cours il y a très longtemps au Canada. Pour vous proposer une définition du design thinking, alors c'est une définition que moi je vous propose, mais je pense qu'on pourra en proposer plein d'autres. Le design thinking, ça consiste à aborder des défis, vraiment d'aller sur des questionnements, des problématiques qu'on a envie de résoudre de manière créative et itérative. Donc on va chercher à aller trouver des idées originales, d'être très créatifs, surtout créatifs ensemble et itératif, puisqu'évidemment, même si on trouve une première idée de solution, et on va aller la tester sur le terrain avant de l'implémenter, et on va potentiellement faire plusieurs versions. On se concentre sur les besoins réels des utilisateurs, et pour moi, c'est le plus gros mot-clé de toute cette phrase, puisque bien sûr, tout le côté étude des besoins est indispensable pour s'assurer qu'on répond aux vrais besoins des gens, et qu'on n'a pas juste projeté, nous, ce qu'on imaginait être un besoin, on a été essayer d'aller comprendre de manière plus objective, vraiment faire un peu un travail d'enquête de journaliste pour aller comprendre leurs besoins avant d'aller sur une solution en encourageant la collaboration interdisciplinaire. Donc il y a aussi une notion vraiment d'intelligence collective derrière, d'aller chercher différents avis, de travailler ensemble pour proposer quelque chose de pertinent. Alors pourquoi utiliser cette méthode design thinking? Bah, d'abord, pour résoudre les problèmes du quotidien. Parce que tout bêtement, quand on a rencontré un problème, bah, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, bah, moi j'ai une idée, tiens, on pourrait faire ça et puis de le mettre en place. Mais en faisant le design thinking, bah, d'une part, on s'assure d'avoir une solution qui est mieux adaptée au problème et puis qu'elle va être mieux prise en main par les équipes. Donc il y a vraiment ce côté, bah, pour résoudre ces problèmes, il y a une approche, aussi une approche un peu systématique. Parfois, quand je forme des personnes, elles me répondent à la fin de la formation, je leur demande alors qu'est-ce que ça t'a apporté? Ils me disent, bah, moi j'avais déjà envie de travailler un peu comme ça, d'être plus à l'écoute, de travailler en équipe mais je manquais de structure. Je savais pas forcément exactement comment m'y prendre, et donc là, ça m'a donné des étapes. Je sais que c'est étape 1, étape 2, étape 3. J'ai mes outils et j'ai mes réflexes. Donc c'est aussi structurer cette approche de résolution de problème. Donc apporter des solutions plus adaptées, donc mieux adoptées. Ça, c'est un de mes slogans. Une solution adoptée, c'est parce qu'elle était adaptée. Une solution adaptée, elle sera adoptée. Vraiment, quand on essaye de forcer les gens à développer un nouvel usage, bah, c'est qu'on s'est un peu planté et que ce qu'on leur propose, c'est pas adapté à leurs besoins. Si c'est vraiment adapté à leurs besoins, ça va se faire de manière très naturelle. Donc il y a vraiment ce côté, s'assurer qu'on est bien en cohérence avec les besoins. Et puis stimuler l'intelligence collective, l'entraide, le travail en équipe, c'est vraiment des méthodes qui vont vraiment embarquer pour permettre de mieux travailler ensemble. Et donc ça a vraiment aussi des impacts. Tout à l'heure, je vous parlerai d'Anne. Elle m'avait vraiment fait un retour sur la dynamique d'équipe qui avait évolué, le fait d'avoir travaillé ensemble sur le projet de manière assez ludique et joyeuse. Ben, en fait, ça avait aussi changé un peu la dynamique d'équipe. Ça valorise aussi les personnes parce que quand on est sur des ateliers créatifs où tout le monde peut proposer ses idées, bah, en fait, ça montre aussi que bah, oui, toutes les idées sont intéressantes, que oui, l'aide-soignante qui parle très peu d'habitude et qui là va proposer des choses, c'est très valorisant aussi bah, de mettre tout le monde un peu sur un pied d'égalité. Donc c'est aussi quelque chose de très valorisant. Et donc, tout ça, ça peut contribuer à rendre le cadre de travail plus attractif. Et sans m'attarder là-dessus, sur la théorie des hôpitaux magnétiques, donc qui sont les hôpitaux qui arrivent à attirer et à retenir les talents, il y a tout un volet autour du développement du pouvoir d'agir, du management participatif, etc. Et donc, ça va vraiment s'inscrire aussi dans cette dynamique-là.
Moi, ma vision personnelle, donc là, à partir de maintenant, ça va être pas mal ma vision personnelle. J'ai pas forcément une vision qui est exactement comme dans les livres. Donc je préviens les designers présents, j'ai un peu adapté à ma sauce. Mais en tout cas, ma vision du design thinking en trois mots, pour moi, c'est empathie, humilité, rigueur. Alors, quand je parle d'empathie, je parle surtout d'écoute. Évidemment que pour pouvoir faire du design thinking, bah, il faut être tout le temps à l'écoute des utilisateurs, des personnes qui vont bénéficier de la solution. Il va falloir qu'on puisse vraiment rester en lien et rester, euh, avoir à l'esprit ce qu'ils nous ont dit. Donc, c'est pas de se mettre à leur place pour imaginer à leur place, c'est vraiment d'être à l'écoute et de garder ça en tête tout au long du projet et de retourner les consulter régulièrement. Donc, ça, c'est hyper important dans la posture. L'humilité, pour moi, c'est clé parce que, évidemment, à tout moment de ces projets que vous allez monter, si vous n'êtes pas d'accord avec les personnes pour qui vous travaillez, eh bien, vous avez tort. Ça, c'est pas évident à accepter. Faut vraiment se dire, bah oui, effectivement, moi j'ai toute une super idée, j'ai passé du temps dessus, je les propose et quand je la teste, je me rends compte que ça marche pas, bah je recommence en fait, hein. Faut pas le prendre personnellement. Il faut se dire, bah, si effectivement je suis au service d'eux, bah il faut que je m'adapte. Donc ça demande quand même pas mal d'humilité. Et puis évidemment de la rigueur, parce qu'il faut se forcer à faire toutes les étapes. Parfois on a envie d'en sauter une parce qu'on se dit oui, bon, c'est mes patients, je les connais, c'est peut-être pas la peine que j'aille les interviewer, ou j'ai eu une super idée, pourquoi aller chercher toute l'équipe pour faire un brainstorming, c'est d'une perte de temps ou autre. Bah non, il faut vraiment se forcer à faire les différentes étapes. Alors, quand on parle de design thinking, on voit tout le temps le double diamant. Donc, là, vraiment, je l'ai adapté à ma sauce parce que j'en ai sorti un petit bout pour le mettre à côté. En gros, pour moi, il y a vraiment trois grandes étapes à retenir et j'ai sorti la partie prototypage parce que je trouve ça important de ne pas l'oublier, donc je la rends plus visible. Mais globalement, il y a vraiment des étapes. Je ne vais pas m'attarder trop parce que mon but là, c'est plus de vous donner des exemples. Mais il y a des étapes indispensables. Une première étape, évidemment, donc un peu premier gros diamant qui est sur la compréhension du besoin. On va aller chercher un maximum d'informations et on va ensuite refermer le diamant en triant un petit peu les problématiques qu'on a repérées et en se focalisant sur une problématique avec une cible précise qui a un besoin qu'on a bien compris, parce qu'on a aussi étudié l'environnement, les contraintes, les autres personnes en interaction et qu'on a bien compris quel était le problème et pourquoi c'était un problème. Il y a une étape où on va être plus sur de la conception, où on va aller chercher de nombreuses idées, on va aller organiser justement des ateliers type brainstorming, etc., pour aller chercher des idées de solutions. Donc d'abord sans se brider, puis ensuite on va faire le tri et conceptualiser son idée. Et c'est là notamment que ça peut être hyper intéressant de travailler avec des designers, parce qu'évidemment, moi je forme des cadres de santé ou autres à du design thinking, ils ne deviennent pas par magie des designers, mais ça permet quand même déjà d'avoir ces réflexes-là et d'aller sur des solutions qui sont plus pertinentes, plus concrètes. Et évidemment, plutôt que de tout de suite mettre en œuvre l'idée qu'on a eue, on va d'abord la tester. Donc on va faire un prototype et le tester auprès des utilisateurs et faire plusieurs versions jusqu'à ce qu'on soit finalement sûr que ça convient bien. Donc c'est vraiment la notion de brouillon, hein, tout bêtement, parce qu'on évite de mettre toutes nos ressources tout de suite dans la première idée qui est sortie du brainstorming. Parce que si jamais on s'est trompé, bah, après c'est trop tard, on n'a plus de ressources, on a cramé le budget, le temps, la motivation des gens. Donc on va plutôt d'abord faire un brouillon, vérifier si ça correspond bien aux besoins avant voilà, d'avoir fait plusieurs versions, d'avoir vraiment adapté pour pouvoir lancer. Alors, pour les exemples, je vais m'arrêter en même temps plus ou moins sur les différentes grandes étapes que j'ai définies là. Ah, on a une personne qui vient d'arriver. Première partie, donc je vous disais, la première partie, c'est hyper important d'être vraiment à l'écoute des utilisateurs, de faire notre petite enquête. Donc ça va passer par des observations, par des interviews, par des questionnaires, pour pouvoir comprendre leurs besoins et définir une problématique. Ça, vraiment, c'est quand même le truc qu'on fait le moins souvent. Quand on monte des projets, bon, c'est assez rare qu'on prenne le temps, je veux dire, dans ce qu'on a appris un peu à la base à l'école et dans les pratiques les plus classiques, on va pas forcément prendre le temps de faire ça. Et donc, bah, il peut arriver qu'on réponde pas à la bonne question. Et je voudrais vous donner justement des exemples un petit peu autour de cette première étape. Et donc, mon exemple 2, ça va être sur la prévention des chutes. L'exemple 1, c'était Doug. Sur la prévention des chutes. Ça, c'est vraiment un projet qui m'a beaucoup marqué, sur lequel j'avais travaillé il y a longtemps, 2019, dans un service de SSR gériatrique, donc avec des patients qui, la plupart du temps, donc des patients âgés, qui souvent avaient fait une chute, qui étaient passés donc, par les urgences et un séjour en court séjour pour être opérés, etc., et qui arrivent ensuite en SSR.
donc en soins de suite réadaptation, pour pouvoir se rééduquer et préparer la suite. Donc là, on s'était intéressé à ceux qui rentraient à domicile. Il y en a une partie qui va aller en EHPAD ou autre. Nous, on s'était intéressé à ceux qui rentraient à domicile. Et donc, en fait, le service avait constaté que parmi les patients qui rentrent à domicile après tout ce parcours, il y en avait à peu près un tiers qui revenaient à l'hôpital au bout de 3 mois parce qu'ils avaient refait une chute. Et donc, quand même, une statistique assez désastreuse. Et donc, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait prévenir les rechutes finalement. Et donc, il y a un certain nombre de conseils, évidemment, à mettre en place pour pouvoir être dans un environnement qui ne favorise pas les chutes. Donc, par exemple, il faut enlever les tapis dans lesquels on pourrait se prendre les pieds, il faut mettre des barres dans la douche pour pouvoir se tenir, il faut éventuellement acheter un déambulateur, faire appel à une aide à domicile pour pouvoir faire les courses, etc., etc. Et donc, ils ont travaillé en équipe, ils ont créé un livret d'explications sur tout ce que je viens de vous expliquer là, hein, beaucoup plus détaillé que ça. Une demi-page par professionnel, enfin une double page, pardon, avec des illustrations colorées. Franchement, le livret, il est super sympa, hein, vraiment très très joli, très clair. Ils l'ont distribué, les gens l'ont trouvé très bien. Et puis 6 mois plus tard, il n'y a rien qui avait changé en termes de statistiques. Toujours un tiers des gens qui rechutent. Et donc nous, c'est à ce moment-là qu'on était arrivé avec mon collègue de l'époque, Edouard dans le service en disant bah, comment est-ce qu'on peut vous aider parce que évidemment ils étaient un peu déçus d'avoir fait tout ce travail et de ne pas avoir d'impact, en tout cas pas l'impact qui était recherché. Et donc là, on a appris vraiment plus cette posture de design thinking et on a été interviewer les différents acteurs dans le service, donc à la fois tous les professionnels, les différents corps de métier, et il y en a beaucoup en SSR, parce qu'il y a même des métiers qui sont méconnus, hein, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des assistants sociaux, des psychologues, etc., etc. Donc il n'y a pas que des kinés et des médecins, et des diètes aussi, podologues même, bon bref, on a interviewé un peu tout le monde, on a été voir aussi évidemment les patients et aussi leurs proches. Et au fur et à mesure de ce travail, on s'est rendu compte qu'ils étaient très au courant, en fait, hein. Ils étaient très au courant de ce qu'il fallait faire. Globalement, ils n'avaient pas forcément besoin de plus d'infos, juste ils n'arrivaient pas à le faire en fait. Ce qui n'est pas du tout le même problème. Et donc pourquoi ils n'arrivaient pas à le faire? Bah, notamment parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le SSR, le séjour, il dure 30 jours. Pendant ces 30 jours, l'aidante familiale, je dis aidante au féminin parce que statistiquement, c'est une femme qui a 50 ans, qui a un travail, qui a des enfants, et qui, en plus de tout ça, est censée, en 30 jours, gérer un nombre incalculable de trucs. À commencer par trouver le livret de famille, qui est au fond d'un tiroir chez Papy-Mamie, ce qui prend en moyenne 15 jours. Ça, c'est le verbatim le plus marquant qui a été remonté plein de fois, des aidants qui nous ont dit, bah, nous, on a mis 15 jours à trouver le livret de famille, et ça, c'est la toute première étape pour pouvoir faire une demande d'aide à pas, pour avoir accès à des financements, pour pouvoir payer tous les aménagements dont on a besoin, pour pouvoir trouver les professionnels qui vont venir à domicile, etc. Et donc, en fait, les 30 jours, mais c'est ingérable, notamment parce qu'en plus, souvent, on découvre qu'il y a tout ça à faire déjà au bout de 15 jours, 3 semaines. Et donc, en fait, enfin, c'est vraiment impossible en termes de timing. Et donc, c'était pas du tout un problème de comment informer les patients, c'était un problème de comment accompagner les aidants. Ça n'a rien à voir. Et donc voilà, finalement, je vais pas tout vous redétailler parce que j'ai encore 8 exemples à vous partager, mais du coup, on avait retravaillé plutôt sur leur donner très tôt une checklist avec tout ce qu'il va y avoir à faire, les aider à identifier les bons professionnels qui peuvent les accompagner sur les différentes tâches, les accompagner beaucoup sur les démarches admin qui sont un peu la première étape, donc avec des outils très pédagogiques, des choses qui étaient assez simples hein, en termes de réalisation parce que c'était de l'affichage, une petite appli mais qu'on n'avait même pas codé, qu'on avait fait en no-code. Voilà des choses vraiment très basiques en termes d'objets, mais vraiment réfléchies pour accompagner et créer un peu un parcours de l'accompagnement de l'aidant dans la préparation du retour à domicile. Donc là, vraiment, quand on change de question, enfin quand on ne répond pas à la bonne question, bah, on n'a pas d'impact en fait. Donc c'est vraiment hyper important de faire cette étude de besoin. Un deuxième exemple, moi j'ai pu un peu plus tard travailler avec l'ANS, l'Agence du numérique en santé, et Beta.gouv, qui est l'incubateur des services numériques de l'État, sur la question des messageries de santé. Donc là je parle plutôt des messageries instantanées de santé. Donc quand on avait discuté avec eux, ils avaient imaginé créer un outil de messagerie un peu comme WhatsApp. En fait, pour ceux qui connaissent éventuellement dans le service public, il y a un outil qui s'appelle CHAP qui est un équivalent de WhatsApp, mais qui est souverain et plus sécurisé, pour que les agents publics puissent envoyer des messages sécurisés. Donc vraiment en instantané, je parle, hein, pas en mail. Et donc ils voulaient faire Chat Santé et se dire, ben, on va en faire un qui est habilité à héberger les données de santé, donc HDS.
Et puis on va mettre ça à disposition et les gens vont pouvoir s'écrire là-dessus. Donc la méthode BetaGouv, elle inclut clairement des choses très proches du design thinking, mais pas que. Et donc on a commencé par faire une enquête. Donc on a interviewé des gens, on a fait un gros questionnaire, on a eu 500 réponses, et on s'est rendu compte que 99% des gens qui avaient répondu avaient dit qu'ils avaient utilisé au moins une fois WhatsApp pour envoyer des données de santé. Ce à quoi on nous a dit oui, mais il va falloir les former parce qu'ils comprennent pas que c'est interdit. Sauf que dans le questionnaire, on avait aussi demandé est-ce que vous savez que c'est interdit et ils savaient tous que c'était interdit. Donc pareil, c'est pas un problème d'information, plus un problème d'outils. Et puis surtout, on s'est rendu compte en faisant cette enquête que un des gros sujets qui inquiétait les gens quand on leur parlait de cette messagerie potentiellement, enfin d'un nouvel outil, c'était surtout pas un nouvel outil. Pitié, on en a beaucoup trop, on n'en peut plus, on l'installera jamais, c'est non. Enfin vraiment, il y avait un gros sujet sur ça. Et donc évidemment, on a remonté cette question de qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Et finalement, en faisant toute l'enquête et la réflexion, etc. On s'est dit, bah, le sujet, en fait, c'est pas de donner forcément un nouvel outil, c'est de rendre les outils disponibles beaucoup plus efficaces, parce que, en fait, il existe déjà des messageries de santé instantanées dans certains endroits. Bon, bref, je vous passe tous les détails. Mais du coup, on a transformé le projet de créer un nouvel outil en un projet de connecter les outils existants. Et donc ça, pareil, c'est en faisant l'enquête qu'on se rend compte que, bah, en fait, attention, si on part bille en tête sur cette première idée, on risque de ne pas avoir du tout d'adoption et d'avoir mis du budget pour rien. Et donc, on réoriente le projet en fonction de ça. Et pour vous donner un dernier exemple encore un peu différent, ça c'est dans un hôpital où j'ai donné des formations, donc c'est à l'hôpital d'Annecy. Il y avait la directrice des achats qui avait remonté, au début on cherche donc sur quel projet ils peuvent mettre en application la formation, parce que moi je ne crois vraiment pas que le design thinking ça puisse s'apprendre en 2 jours de théorie où on colle des post-it, puis quand on rentre chez soi on ne sait plus trop comment il fallait faire. Moi je demande toujours aux apprenants de faire sur du temps un peu plus long, un peu étalé, et la mise en place sur un projet concret. Et ce projet, tant qu'à faire, j'aime autant que ce soit un vrai projet qui va leur être utile plutôt qu'un exercice, donc ils choisissent chacun un sujet. Donc là, il y avait un sujet autour des plateaux, elle appelait ça les plateaux fantômes. En gros, des plateaux repas qui ont été mangés, mais pas par des patients. Parce qu'il y avait plus de plateaux repas mangés que de patients. Donc, petit sujet quand même budgétaire, et petit questionnement, est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à voler des plateaux? Donc forcément, le premier réflexe, ce serait de se dire, oui, les gens, ils grugent, ils volent, et ils mangent des plateaux juste parce qu'ils veulent économiser des sous. Et donc, moi, je lui disais, bah, en fait, tu sais quoi, fais une enquête pour essayer de savoir pourquoi les gens, enfin, pourquoi il y a des plateaux fantômes et pourquoi ils sont mangés. Donc là, je disais, bah, enfin, si je vais demander aux gens, c'est comme si la police allait demander à un dealer pourquoi il deal, ils vont pas me répondre, enfin. Et donc, je dis, bah, essaye. Elle va un peu échanger. Elle revient à la session d'après en me disant, ah bah oui, en fait, j'ai discuté avec trois cadres de santé et médecins, mais pendant hyper longtemps, pendant 2 heures, je pensais pas qu'ils accepteraient de me répondre. Et finalement, on a eu une grande discussion. Et en fait, j'ai compris que c'est pas du tout un sujet financier. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps. On leur demande de descendre sans blouse, alors que eux, ils sont super pressés. Et aussi, surtout, il y a des plateaux qui arrivent, on ne sait pas pourquoi, et il y a trop de plateaux qui arrivent dans le service, et donc ils sont mangés pour pas être gaspillés. Bref, elle a tiré le fil, elle a enquêté, elle a fouiné, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était un bug informatique, le problème. C'était pas du tout de la mauvaise volonté ou de gens malhonnêtes, c'était qu'il y avait un bug qui faisait que quand quelqu'un ouvrait un dossier patient, ça commandait un repas même si la personne n'était plus là. Enfin bref, donc en fait finalement, en remontant tout le fil, bah, il a juste fallu modifier des outils logiciels et ça a réglé le problème. Donc vraiment, prendre le temps de comprendre un problème, bah, c'est déjà trouver souvent une grosse partie de la solution. Pour avancer dans mes exemples, je vais aller un peu plus sur cette partie, deuxième partie, qui est celle où on va chercher des idées de solutions et on va notamment travailler en intelligence collective, faire ce qu'on appelle de l'idéation et concevoir des solutions. Et pour vous donner un autre exemple, je vais vous parler de Jennifer. Donc elle est cadre en hépato-gastro. Pareil, je l'ai eu en formation. Et elle avait un sujet autour de l'ETP, donc l'éducation thérapeutique du patient. Elle souhaitait organiser des ateliers d'ETP pour des patients qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Ils avaient déjà repéré qu'ils avaient pas mal de patients qui pourraient être intéressés par ce type d'atelier. Et donc, bah, de base, son réflexe a été de contacter d'autres hôpitaux pour voir ce qu'ils faisaient et de se dire, bah, on va copier un petit peu leur contenu
Et puis, bah, nous, on a fait une réunion d'équipe, on s'est dit oui, sûrement qu'un de leurs gros sujets, ça va être la sexualité, donc on va mettre un gros atelier, plusieurs sessions sur ça, et puis un atelier sur tel sujet, etc. Ils ont fait tout un programme. Et puis, il se trouve qu'il y a eu la formation qui lui a été proposée entre deux. Donc, elle s'est dit, bah, en fait, je vais peut-être te parler de ça dans la formation, je vais creuser un peu. Et donc, ils ont fait une enquête auprès des patients qui étaient intéressés par ces ateliers en leur demandant assez simplement, bah, c'est quoi les sujets sur lesquels aujourd'hui vous vous questionnez, les difficultés que vous rencontrez au quotidien, etc. Et en fait, ce qui est ressorti en haut de liste, c'était pas du tout la sexualité, c'était pas ce qu'ils avaient envisagé, c'était d'abord le travail. Et puis évidemment, là, il y a plein d'autres sujets, comment voyager, enfin bref. Et donc, ils ont repriorisé les sujets et ils ont complètement changé le programme en mettant plus ou moins de poids sur les sujets en fonction des demandes des patients. Et donc, c'est vrai que était assez marqué par ça en disant, bah, heureusement qu'on a fait ça parce qu'on n'aurait peut-être pas proposé les ateliers les plus pertinents, donc on aurait peut-être perdu des gens en route aussi si ça les intéressait pas. Enfin bref, vous voyez bien l'intérêt de pouvoir avoir cette approche. Si vous voulez avoir plus de détails sur le projet de Jennifer, je l'ai interviewé dans mon podcast Les Transformateurs, dans un des épisodes assez récents. Il y a une série de 4 épisodes sur l'hôpital d'Annecy, justement, où j'ai formé 92 personnes, donc il y a pas mal de retours. Donc là, il y a une petite série de 4 épisodes où ils expliquent un peu tout le parcours et le projet, donc vous pouvez retrouver Jennifer dedans. Pour vous montrer aussi qu'on peut changer d'échelle, je voulais vous parler de ce projet qu'on a porté à l'hôpital de Lens. Donc ça, c'était en 2023, surtout, un petit peu 2024. Donc suite à un appel à projet, on avait remporté un marché donc sur l'hôpital de Lens, dans le Pas-de-Calais. Si vous regardez bien au fond de l'image, il y a deux terris. Donc c'est vraiment le Pas-de-Calais. C'est de là où je viens, moi, le Pas-de-Calais. Et donc, eux, ils ont lancé un appel à projet pour faire une démarche d'implication de la population du territoire dans leur projet de nouvel hôpital. Donc, au moment où ils ont lancé cette démarche, l'hôpital n'était pas encore du tout construit. Mais évidemment, toute la partie plan, architecture, etc. avait déjà été décidée. Ça, c'est très très long, enfin, longtemps en avance. Et c'est assez compliqué pour le coup d'organiser des grosses consultations sur ça. Mais ils avaient voulu, enfin c'est possible, mais bon, pour eux c'était compliqué. Ils avaient voulu interroger, impliquer la population du territoire plutôt sur leur offre de services et de se dire, bah, dans ce nouveau bâtiment, dans ce nouvel hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire de différent en termes d'organisation, de services pour être plus pertinent pour nos usagers. Et donc vraiment, c'était ça la demande. Et donc on est parti un peu de zéro. Et on a fait d'abord un gros événement. On avait réfléchi avec eux sur ce qui pouvait attirer la population et les citoyens autour de l'hôpital. Et à cet événement, du coup, on avait mis un concours, des présentations autour du futur hôpital, mais qui étaient assez gamifiées, des ateliers, bon, bref, plein de choses. Et ça nous a permis, du coup, de cette manière-là, d'expliquer qu'il y avait une démarche, parce qu'il y avait quand même 400 personnes qui étaient venues. Donc, on avait expliqué la démarche, on avait proposé aux gens de s'inscrire dans un listing. Ils recevaient des mails tous les mois pour les tenir au courant et pour leur proposer de répondre à des questionnaires, de participer à des entretiens. Donc, évidemment, on ne pouvait pas faire un entretien avec 400 personnes. Donc on a plutôt demandé qui était volontaire et nous, après, on a choisi une vingtaine de personnes pour avoir un panel à peu près représentatif. Et on s'est basé sur leur verbatim, sur les choses qu'ils nous avaient remontées pour faire un questionnaire après qui a été renvoyé à tout le monde, par exemple, pour pouvoir faire à différentes échelles, avec du détail quali, mais en même temps du quanti. Et puis, on a organisé des ateliers, etc. Donc, ça a duré un an. Et à la fin, il y a eu plus de 200 idées qui ont été remontées à la direction. On les a aidés à les prioriser, etc. Ils en ont gardé 12 et ils ont mis en place des choses qui avaient été demandées par les patients. Donc, par exemple, sur des espaces pour que les enfants puissent jouer pendant qu'on est en salle d'attente avec une famille qui est avec plusieurs enfants et avec un enfant malade et les autres, on ne sait pas trop quoi leur proposer. Des choses autour de l'accompagnement aussi des aidants sur des ateliers un potager, enfin bref, il y a vraiment plein d'idées assez variées et qu'on a pu trier aussi par faisabilité. Enfin, ouais, ça a beaucoup nourri la direction. Et encore plus ambitieux, puisqu'on peut vraiment le faire à plein d'échelles, je vous ai évoqué très vite une mission ministérielle qui a eu lieu, donc ça c'était en 2022, sur la promotion de la santé auprès des jeunes. Donc c'était une sollicitation d'Olivier Véran à l'époque, où en fait on a proposé aussi de travailler, alors c'est pas exactement vraiment toute la méthode, mais en tout cas on s'est basé sur des entretiens, notamment donc avec des jeunes qui étaient dans la cible, des 12-25 ans, et aussi des experts, notamment des experts de terrain, type infirmières scolaires, éducateurs, etc
pour pouvoir remonter leurs besoins, pas uniquement des pistes de solutions, et imaginer des solutions avec eux. Donc on a fait des ateliers, une boîte à idées en ligne, et en fait on peut aussi, sur des choses comme ça à grande échelle, bah, remonter des éléments terrain avec ce type de méthode. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de prototypage. Donc je répète, hein, normalement ça rentre dans le deuxième diamant, mais moi j'aime bien le mettre à côté, parce que vraiment je trouve que c'est important de ne pas l'oublier. Et je vais revenir à Annecy, parce que du coup j'avais passé beaucoup de temps et vous parler d'Anne. Donc Anne Morel, c'est une cadre d'infectiologie qui a travaillé sur la question de l'hygiène des mains. Donc elle, son problème, c'était que les membres de son équipe ne se lavaient pas correctement les mains, c'est-à-dire que normalement la règle, c'est de se frictionner les mains pendant 30 secondes, et elle remarquait que les gens ne tenaient pas les 30 secondes. Ils avaient tendance à faire des lavages de mains trop courts, bah, tout comme, je sais pas vous, mais je suis pas sûre que moi je me lave les dents 3 minutes à chaque fois, je pense que c'est un petit peu moins. Et donc c'est assez problématique hein, pour des questions d'hygiène, de qualité, etc. Et donc elle a pris cette problématique-là, qui de base est encore une fois un sujet assez rébarbatif, hein, d'aller rappeler aux gens, bon, attention, t'as pas lavé les mains, donc un truc qui met aussi un peu de mauvaise ambiance, mais qui est important quand même, donc elle se retrouve à faire un peu les flics, c'est pas agréable. Et donc, voilà, elle va voir les gens, bah, pourquoi est-ce que tu ne te laves pas les mains pendant 30 secondes? Donc elle fait sa petite enquête, elle observe, etc. Et elle se rend compte que bah, globalement, en fait, il y a pas de réticence particulière. Les gens sont d'accord pour le faire, juste ils n'ont pas un chrono dans la tête, quoi. Et donc, elle fait un atelier avec toute l'équipe, en mode très ouvert, balancez vos idées, on peut faire ce qu'on veut, etc. Et donc, en fait, finalement, l'idée qu'ils choisissent ensemble dans la phase de vote, c'est bah, on n'a qu'à lancer une musique qui dure 30 secondes au moment où on commence à se laver les mains, et comme ça, on saura qu'on a bien tenu 30 secondes. Et, euh, et là, je vous l'ai mis cet exemple-là sur le prototypage, parce que là, quand on se dit, donc c'est ça la solution, ça paraît un peu compliqué à créer, parce qu'il faut un outil avec un détecteur de mouvement, quand on lance une musique, etc. Sans même savoir si c'est une bonne idée, ça paraît quand même un peu compliqué de se lancer là-dedans. Et donc, en fait, le premier prototype qu'on a mis en place, donc ça en formation, j'avais vu avec elle et on avait validé ça. Bah, en fait, le prototype, c'est Anne qui fait semblant. C'est-à-dire Anne qui se planque à côté du chat, du gel hydroalcoolique. Et quand quelqu'un commence à se laver les mains, bah, c'est elle qui lance la musique sur son téléphone. Et donc, bah, ça a déjà permis de voir un petit peu ce qu'en pensaient les gens. Parce qu'en fait, c'est quand même pas évident du tout. Parce que ça pourrait être hyper agaçant comme truc. Et donc, elle a testé un peu comme ça, elle a fait des ateliers avec son équipe et ils se sont mis d'accord sur où est-ce qu'on les met, parce qu'évidemment, ils n'en ont pas mis partout, dans chaque chambre, dans chaque couloir, sinon ça serait hyper énervant. Quand est-ce qu'on les allume? Parce que pareil, c'est pas allumé tout le temps. Quelles chansons on met? Qui choisit les chansons? En fait, il y a plein de questions qui sont derrière ce projet qu'ils ont pu régler ensemble avant même d'aller sur vraiment du hardware et de créer un objet. Et donc, ils se sont mis d'accord sur le mettre l'infirmerie, l'allumer que le matin, etc. Bon, bref, ils ont tout ça, ils ont tout géré. Et derrière, on a réussi à faire un prototype pour vraiment pas cher parce qu'on a trouvé sur Internet des boîtiers d'Halloween où normalement ça se met sur la porte de sa maison pour que ça, qu'il y ait un truc qui crie quand on passe devant, enfin bref, et qu'on pouvait avec une clé USB changer la musique, etc. Donc c'est ça que vous voyez là sur la photo. Elle l'a scotché et accroché avec un élastique sur la bouteille. Elle a mis un bout de papier parce que sinon le détecteur était trop large. Bref, ça a vraiment permis d'avoir un vrai prototype fonctionnel. Et donc là, il restait forcément des problématiques parce que l'objet, il n'est pas dans la bonne matière pour pouvoir être facilement nettoyé, hein. Vous savez, il y a des détergents assez puissants dans les hôpitaux. Et donc, elle est passée après sur une étape d'impression 3D, etc. Pareil, Anne, vous pouvez l'écouter dans le podcast si vous voulez un peu plus de détails sur son histoire. Et moi, je trouve que c'est vraiment un super exemple aussi, d'une part parce que en termes de dynamique d'équipe, comme je vous disais, ça avait pas mal changé la dynamique. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois, j'étais allée la voir quelques mois après, elle n'avait pas encore acheté le petit dispositif que vous voyez là. Donc, en fait, la solution n'était pas vraiment mise en place. Mais elle m'avait dit, tu sais, le temps de friction s'est déjà vachement amélioré. Le fait qu'on en ait beaucoup discuté ensemble et que ça soit devenu un sujet commun, les gens avaient déjà beaucoup changé de comportement avant même que l'outil soit là, quoi. Donc vraiment un exemple de changement aussi d'attitude et de dynamique d'équipe. Et l'autre truc que je trouve vachement intéressant, c'est que Anne, à chaque fois que je la revois et que je lui demande comment elle va, bah, en fait, elle est en train de monter plein de projets. Et maintenant, elle bosse sur un centre de vaccination, sur des choses de plus en plus ambitieuses. Et c'est ça aussi que moi je trouve intéressant dans ce type de formation, c'est que
Oui, on fait un petit projet exemple pendant la formation parce qu'il faut qu'on applique les choses, mais évidemment que derrière, ça développe le pouvoir d'agir, la confiance en soi, les outils, la structuration, etc., qui permettent d'être de plus en plus ambitieux. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse dans cette diffusion-là, c'est de créer en fait de déclencher une petite flamme chez chacun, enfin en tout cas de l'alimenter avec du concret, avec des outils qui permettent de vraiment déployer des projets. Allez, mon avant-dernier exemple, c'est Vidal. Vous connaissez tous, je pense, Vidal, le gros dictionnaire rouge des médicaments. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus un dictionnaire, c'est une appli, surtout pour les professionnels de santé. Et nous, on avait été sollicités, donc l'hôpital par Vidal, pour aller sur une appli pour les patients, donc qui s'appelle Vidal Ma Santé, qui existe, hein, vous pouvez la télécharger. Et donc, on avait fait pareil, une enquête auprès des patients pour savoir comment est-ce qu'ils se renseignent sur leurs médicaments. Parce que si vous tapez Doliprane sur Vidal, enfin sur Google, vous allez sûrement tomber sur Vidal. Mais donc, on voulait faire quelque chose d'un peu plus facile à utiliser, etc. Donc, après toute une enquête, on est parti sur une appli qui permet de scanner une boîte de médicaments, d'avoir une fiche qui s'ouvre, qui a été vérifiée par les experts Vidal, mais qui est rédigée pour être facile à comprendre par les patients. On peut enregistrer ses médicaments, etc. Et donc, parmi tout le process, on avait imaginé une fonctionnalité qui permette de prendre en photo une ordonnance et d'en extraire la liste des médicaments pour que ça s'enregistre automatiquement. Mais sauf qu'en fait, entre ce qui est sur une ordonnance et ce qu'on va vraiment chercher à la pharmacie, il peut y avoir un décalage. Déjà parce que des fois, on a le générique, aussi parce que bah, des fois, il y a des choses qui sont écrites au cas où. Vous savez, genre en cas de mal de ventre, space-fond. Mais du coup, vous n'allez peut-être pas le prendre, le space-fond, à la pharmacie. Bref, donc finalement, il fallait quand même réconcilier un petit peu les deux. Et on a fait des premiers prototypes qui étaient d'abord du papier, où on a dessiné les écrans, déjà pour valider un peu l'idée avec des... Alors là, c'est même pas que des patients, c'est du grand public aussi, pas forcément des gens qui sont actuellement malades. Enfin, d'ailleurs, le terme patient ne veut pas dire grand-chose à mes yeux, mais bon, on a testé un peu ça, l'idée avait l'air validée, donc on a fait des écrans cliquables. C'est l'étape d'après, avant de s'amuser à faire du code et d'aller chercher des développeurs. Enfin, on a fait des écrans, comme sur PowerPoint, bon, en l'occurrence, là, c'était sur Figma. Et on a fait tester vraiment comme si l'appli existait. Vous cliquez là, etc. On avait fait notamment une session au Living Lab de Foch d'ailleurs. Et là, on s'est rendu compte que bah, toute la partie où on prend en photo l'ordonnance, les gens ils comprenaient pas pourquoi. Ils voyaient pas pourquoi on faisait ça. Ça les agaçait même. Il y en a qui m'ont dit, mais en fait, là, il y a une petite notif qui s'allume, ça m'agace, je sais pas pourquoi je dois faire ça. J'ai l'impression que je fais deux fois la même chose parce que je prends en photo l'ordonnance et je rescanne les boîtes, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, en fait, prendre en photo l'ordonnance, ça servait à rien, qu'il fallait juste scanner les boîtes. Et donc, on a complètement enlevé ce pan-là de l'application. Ça, pour le faire, il fallait utiliser un OKR. C'est un outil numérique où quand on prend la photo, ça extrait de la photo qui est une image du texte. Bref, c'est un développement qui était quand même assez coûteux et qui non seulement aurait servi à rien, mais aurait peut-être même agacé les gens et freiné l'adoption de l'appli. Donc, grosse économie. Heureusement qu'on avait prototypé. Et puis, mon dernier exemple, c'était pendant le Covid. Je vois l'heure, alors du coup, je vais vous la faire très rapide, mais si vous voulez la voir en entier, l'histoire, je l'ai aussi racontée dans un TEDx il y a quelques temps, à TEDx Nantes. Mais donc, pendant la crise Covid, vous vous souvenez tous, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sans stage ou avec du chômage partiel et qui étaient disponibles et qui étaient assez inquiets de la situation et qui voulaient aider les hôpitaux. Et donc, en fait, pendant cette période-là, moi, je me suis retrouvée à, à monter un espace de bénévoles pour venir aider la PHP. À l'époque, je travaillais pour la PHP. Et donc, cette histoire-là, je ne raconte pas en entier, mais par rapport à cet aspect de prototype, ce qui était intéressant, c'est que ça avait commencé juste par des échanges sur Facebook, où les gens qui s'étaient portés volontaires, je les contactais, puis je mettais leurs coordonnées dans un tableau Excel que j'envoyais derrière à la direction de la PHP. Et puis, assez vite, je me suis retrouvée avec trop de mails reçus pour pouvoir faire ça. Et donc finalement, ce qu'on pourrait imaginer comme un premier prototype qui est juste, bah oui, pour avoir une plateforme de bénévoles, bah, la première étape, ça peut être juste une boîte mail où en fait, il n'y a pas une plateforme, mais juste les gens s'inscrivent en envoyant un mail. Bah, derrière, mon tableau Excel, c'est devenu un Google Doc, enfin un Google Form, parce qu'au moins ça se remplissait tout seul. Et puis en fait, derrière, juste avoir une liste et appeler les gens, c'était pas efficace. Donc en fait, c'est devenu un site web où on pouvait s'inscrire et un Slack.
pour pouvoir faciliter les échanges, trier les gens par compétences, pouvoir facilement repérer qui peut aider où, quand, comment, etc. Donc c'est vraiment aussi un exemple de comment, si on arrive à avoir une démarche itérative, on peut être efficace. Parce qu'en l'occurrence, moi je m'étais retrouvée avec le premier jour 300 mails. Au bout de 4 jours, j'avais 4000 messages, enfin 4000 inscrits sur mon Google Form. Au bout d'une semaine, j'avais 10 000 personnes sur un Slack. Donc on était vraiment sur de l'itération hyper rapide. Mais en fait, si on est très pragmatique et qu'on se dit, bon, là j'ai pas le temps, c'était la crise, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, en fait, on avance et on n'attend pas d'avoir pareil, des développeurs qui sont capables de nous faire tout un site avec du code, etc., pour pouvoir avoir cette plateforme de volontaires. En fait, il faut vraiment pouvoir aussi s'adapter et faire avec des petits moyens, et puis au fur et à mesure, arriver sur des itérations qui permettent d'aboutir. Merci pour ton message, Nathalie, pas de souci. Donc je vais donner mes 10 exemples et du coup, sur quel sujet est-ce qu'on pourrait appliquer cette méthode? Bah, vous aurez compris qu'en fait, c'est une méthode qui est très générale et qu'on peut appliquer sur plein de trucs. C'est plus une manière de penser en fait. Donc vous pouvez l'appliquer sur des sujets d'expérience patient, sur des projets de santé dans des MSP ou des CPTS, sur de la communication, comment on peut mieux communiquer entre soignants et soignés, sur de l'ETP, sur des parcours médico-admin aussi. On a déjà eu des projets autour des documents que les patients doivent remettre avant une opération et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils n'oublient pas, qu'ils aient des petits classeurs ou des outils numériques qui leur facilitent les choses, sur de la QVT, sur de l'amélioration de l'accueil, sur l'aménagement du service, les partages de compétences, comment faire des formations plus attractives, plus amusantes, plus efficaces. Sur des parcours patients, sur de la signalisation, là je mettrais quand même un gros warning, c'est difficile à faire la signalisation, donc appelez des designers professionnels pour faire ça. Sur de la réorg, enfin bref, sur plein de choses. Et qui peut l'utiliser, cette méthode-là, pour faire évoluer le système de santé? Alors ça, c'est ma conviction très forte. Je vais vous répondre en mille, je vous le donne en mille. Tout le monde. Je suis vraiment persuadée que tout le monde, mais alors vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est super puissant avec cette méthode, c'est que, ben, en fait, c'est simple. C'est simple de comprendre comment approcher les choses. Alors moi, mon point de vue, mon parti pris, c'est de dire, c'est pas obligé de faire des choses parfaites. Si on a l'habitude de monter des projets en faisant un copil, en réfléchissant entre nous et en le mettant en place, eh ben, passer à une approche où je fais 3 entretiens et un questionnaire avant de lancer mon projet, bah, c'est déjà 10 000 fois mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Et donc moi, je suis vraiment d'avis que appropriez-vous cette approche-là. Faites-le à votre sauce, faites-le au moins un petit peu, essayez de progresser là-dedans. Quand vous avez les moyens de le faire, faites appel à des designers, il y en a de plus en plus qui travaillent aussi dans le secteur de la santé. Mais vraiment, je pense que changer de posture et se dire maintenant, mes projets, je les fais comme ça, je m'assure que j'ai compris les besoins des gens, que j'ai été leur demander, que je suis pas juste en train d'imaginer à leur place. Je m'assure que tout le monde a pu un peu me donner ses idées, même si c'est juste avec une boîte à idées en papier ou un gros paperboard que j'ai laissé dans la salle de pause et je fais des prototypes au moins un peu rapidement sur un bout de papier, bah, en fait, tous vos projets vont être beaucoup plus qualitatifs. Vous allez faire des choses qui sont plus pertinentes et surtout beaucoup plus engageants et vous allez embarquer vos équipes avec vous parce que dès le début, elles auront eu le droit de donner leur avis parce que aussi elles comprendront qu'il y a un vrai besoin. Parce que quand je dis, mais si, j'ai interviewé des patients, j'ai fait un questionnaire, j'ai 20 réponses, ils nous disent tous qu'on en a besoin, bah, tout de suite, toute l'équipe qui est là aussi pour soigner les patients, bah, en fait, elle va être plus motivée de faire le projet. Donc, c'est derrière, c'est une manière de faire des choses plus concrètes, d'engager les équipes, aussi de défendre votre projet avec des arguments très clairs, parce que vous avez des chiffres, vous avez des exemples, vous avez des témoignages. Donc vraiment, pour moi, c'est des choses qui sont très puissantes et que je vous invite à utiliser, à découvrir, à tester. Et pour vous donner un dernier petit retour, je voulais quand même vous donner un retour sur l'impact que ça peut avoir sur les organisations. En mai dernier, on a fait une conférence à Santé Expo avec l'EDG de l'hôpital d'Annecy, puisque c'est là qu'on a formé le plus de personnes. À l'époque, on en était à 80, on en est à 92. Et donc, je voulais juste vous passer une minute de son témoignage pour que vous sachiez aussi un peu ce qu'en pense le DG après en termes d'impact global. J'espère que vous allez entendre, vous me dites si vous avez bien le son. Eh ben, le dialogue a changé. Il y a quelques temps, la discussion, c'était la discussion classique à l'hôpital. J'ai besoin d'eux, on n'a pas assez de moyens, ça va pas. Enfin bon, bref. Le directeur, évidemment, il disait, ben moi, j'ai pas d'argent. Enfin bon, vous connaissez la discussion. Enfin, bon, un truc vachement stérile. Maintenant, c'est différent. J'ai des services, ils me disent, bon, on avait tel problème, voilà ce qu'on a pu faire. Et la discussion, c'est pas est-ce qu'on va pouvoir faire,
c'est comment on va plus loin. Est-ce que ce qu'on a fait dans le service ou ici, c'est quelque chose, moi, que je trouve intéressant et qui doit être partagé avec d'autres. Donc le séminaire managérial là, qui va avoir lieu en juin, ça va être justement ce retour d'expérience, ce partage en se disant on peut faire. Donc voilà, ça c'est un élément qui est très concret, c'est un changement culturel, je pense. Et si on arrive à faire ça, on arrive à régler les autres problèmes. C'est-à-dire que si on revient sur l'essentiel, qu'on redonne du sens au travail, non pas par un discours, mais par du concret. C'est-à-dire que chacun dans son domaine a des petites victoires. Mais j'ai discuté avec un chef de pôle l'autre jour. Je ne vous mets pas tout parce que c'est pas le but, mais vous pouvez la retrouver en entier sur YouTube, cette conférence, ou le passage de Vincent, on l'a aussi mis dans le podcast. Et vous verrez, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment ça, où il dit, bah, en fait, avant, les gens, ils venaient me voir avec des problèmes et c'était moi qui devais trouver une solution. Maintenant, ils viennent me voir avec des projets et je dois les soutenir et ça change tout. Et je pense que si on arrive à avoir ce shift-là de manière globale dans le système de santé, on trouvera quand même beaucoup plus de solutions à tous les gros problèmes qu'on est en train de traverser. On pourra porter la transfo ensemble. Et j'insiste sur le fait que pour moi, c'est pas que dans les établissements, c'est aussi en tant que citoyen qu'on est capable de proposer des choses, même en étant à l'extérieur. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé dans mon TEDx à TEDx Nantes, si vous voulez aller le voir. Je suis assez persuadée qu'en fait, les bonnes idées, elles viennent d'un peu partout. Après, ce qui est difficile, c'est d'aller les faire entendre, c'est d'aller prouver qu'elles sont bonnes. Mais du coup, quand on a de la méthode et qu'on arrive à faire et à montrer ce qu'on a su faire, ben, on a aussi plus d'impact. Donc c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur de répandre cette méthode design thinking. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, j'ai 4 propositions pour vous. Tout est sur notre site. Vous pouvez bien sûr vous inscrire à la formation DTS, où là, le but, c'est vraiment d'aller dans le détail de comment on fait. On vous donne tous les outils concrets, on vous accompagne. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Slack, c'est gratuit. On est un peu plus de 500 et on discute de tous ces sujets-là. Vous pouvez bien sûr écouter le podcast. Sur le site, il y a un petit outil qui vous permet de trier tous les épisodes par sujet, par type d'intervenant, et ça vous permet de voir ce que vous avez envie d'écouter. Donc vous pouvez vous mettre designer santé et vous aurez les épisodes avec des designers. Enfin voilà, parce qu'on a quand même maintenant je crois presque 60. Donc pour savoir par quoi commencer, ben, on a fait ce petit outil-là. Et on a aussi notre calendrier événementiel. Vous pouvez voir les dates des prochains webinaires. J'invite souvent d'autres personnes aussi à témoigner sur les webinaires. On en fait plus ou moins un par mois, ça dépend. Et des événements aussi en présentiel sur Paris ou sur Nantes. Et donc voilà, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter si vous voulez être sûr de ne rien louper ou à nous suivre sur LinkedIn. Toutes ces ressources-là, l'idée c'est de les répandre le plus largement possible parce que je suis assez persuadée que si on est nombreux à avoir envie de bouger les choses et à savoir un peu comment faire, ben, c'est quand même une grosse partie de la solution. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous pour votre participation à ce webinaire. Comme je suis hyper bavarde, il est déjà 13h30 et on a peu de temps pour les échanges. Donc si vous êtes pressé, bah, je comprendrais bien que vous vous déconnectiez, mais si vous avez un peu de temps, bah, moi je suis dispo pour qu'on échange. Donc vous pouvez bah, lever la main si vous avez envie, soit de poser une question, soit de partager une remarque, une expérience perso. Vous pouvez aussi le faire dans le chat, c'est comme vous voulez. Moi, juste, j'aime bien avoir des retours sur ce que je fais et donc je vous propose de retourner, pendant qu'on discute sur tout ça, sur Wooklap pour me donner votre retour sur ce webinaire. Et là, il y a 5 petites questions. Donc, vous pouvez remettre le Wooklap pour répondre. Et en parallèle, bah, si vous avez voilà, envie d'échanger, ça me ferait très plaisir de pouvoir un peu échanger avec vous sur ce que vous en avez pensé, sur votre rapport à vous, au design, à la santé, etc. Les designers qui sont là, je suis sûre que vous avez des retours d'expérience aussi que vous avez pu mener. Ne soyez pas timide. Oui, alors bonjour Aude, hein, c'est toujours un plaisir d'assister à tes webinaires, donc merci beaucoup, c'était super intéressant et voilà, je suis à chaque fois ravi de voir ça. J'ai beaucoup aimé, alors déjà, je suis content que la démarche se démocratise de plus en plus, notamment à l'hôpital. Voilà, on voit aussi de ce que j'entends, peut-être des fois des postes qui s'internalisent un petit peu et j'ai beaucoup apprécié le retour du DG qui dit que maintenant, il a plus des personnes qui viennent dire on a un besoin, etc., ou des problèmes, mais qui viennent avec des projets. Ça veut dire que la démarche est un peu prise au niveau des personnes qui sont sur le terrain et qui veulent s'accaparer cette méthode et cette dynamique pour dire, OK, on peut faire des choses ensemble et ça favorise, comme je disais tout à l'heure, la vision collective du travail, etc. Donc, je valide totalement et du coup, c'est encore une preuve qu'il ne faut pas lâcher le combat
de faire bouger ces méthodes. Donc voilà, merci beaucoup et je trouve ça génial. Merci pour ton retour, Benjamin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de rebondir? Moi, je veux bien. Merci, Aude. C'est vraiment très inspirant. Voilà, ça redonne un petit peu du jus. On se sent appartenir à une communauté. Et puis, notamment, moi, je suis pas spécialiste du design thinking, mais je m'y teste et je pense que monter en compétence malgré tout en rencontrant différents contextes. J'aurais une question sur comment tu arrives à trouver du temps dans ces milieux hospitaliers, dans ces milieux médicaux, pour notamment faire un travail d'empathie, un travail de questionnaire, d'immersion. Est-ce que tu arrives à former des gens qui prennent goût à ça et qui arrivent à dégager du temps? Parce que moi, on m'oppose souvent le temps réactif qui est toujours hyper tendu au milieu médical. Ouais, c'est une excellente question. Je vais donner deux bouts de réponse et après, si Francine a envie, elle pourra témoigner aussi, vu que tu l'as suivi, la formation, Francine. Sur la partie purement formation, que les gens puissent dégager du temps, bah, en fait, d'une part, il y a déjà aujourd'hui des formations qui se font dans les établissements nous, on vise souvent les managers qui ont aussi besoin voilà, de se former régulièrement, donc ils peuvent avoir l'autorisation de bloquer ce temps-là pour ça, même si c'est aussi pour ça que maintenant on fait beaucoup de choses à distance avec de la vidéo. Moi, ça m'est arrivé plein de fois qu'on arrive en plein plan blanc, c'est la grippe, et du coup, il manque la moitié des gens qui sont en train de gérer des urgences, et c'est bien normal. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la partie purement théorique, on la fait en vidéo. Chacun la regarde quand il veut. S'ils veulent, les gens, ils passent un quart d'heure tous les matins. S'ils veulent, ils se bloquent 1 heure et demie par mois. Ils font comme ils veulent. Donc, ça crée de la flexibilité. Et ensuite, sur le portage des projets en eux-mêmes, et est-ce qu'on peut trouver du temps pour faire des entretiens, comme tu disais? Bah ça, en fait, c'est aussi pour ça que je vise beaucoup les managers. Par exemple, les cadres de santé, ça fait partie de leur métier de pouvoir mener des projets. Donc là, ça change la manière de les mener. Donc c'est sûr que par contre, si je suis infirmier ou autre, ça peut être plus compliqué de trouver ce temps-là. Et ça, c'est vraiment pas, comment dire, un sacerdoce. Mais par contre, c'est aussi pour ça que j'ai dit en intro, et souvent je le dis, j'ai un peu comment... merde, je sais plus comment on dit en anglais, mais bref, je fais un warning au début. C'est que moi, je suis vraiment très convaincue que, il vaut mieux en faire un petit peu que pas du tout. Donc moi, je vais pas dire aux gens, par contre, si vous n'avez pas fait au moins 30 entretiens, ce que vous faites n'a pas de valeur. Je vais dire, faites ce que vous êtes capable de faire avec le temps que vous avez devant vous, adaptez. Et donc, il y a des choses qui vont vite à faire. Si je veux juste faire un petit questionnaire où j'ai mis 5 questions, je l'ai fait sur un outil en ligne et j'ai collé un QR code dans la salle d'attente, bah ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais c'est déjà ça de fait. C'est aussi derrière de se dire, bah, mon atelier où j'ai du mal à mobiliser tout le monde, bah, en fait, je vais le faire entre midi et 2 et je vais demander si tout le monde peut prendre un sandwich et on va s'arranger comme ça. Et ceux qui n'étaient pas là, bah, ils compléteront, on va laisser le paperboard sur le mur et ils compléteront quand ils passeront par là. C'est vraiment aussi voilà, de réussir à trouver des interstices et à le faire de manière clairement imparfaite, mais à le faire quand même, quoi. Voilà, moi c'est vraiment mon approche et c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir une version spéciale santé, parce que je prends ça en compte aussi dans la manière de proposer ces formations-là. Et je prends aussi en compte, voilà, c'est vrai, il y a une grosse contrainte de temps. Mais en fait, en vérité, c'est comme plein de choses, il faut investir du temps pour gagner du temps. Parce que quand je fais un projet et qu'il aboutit à rien, bah, tout ce temps-là, il est perdu. Donc si au moins je l'avais fait autrement, bah, finalement, j'ai dérisqué mon projet. Et quand je parle de dérisquer, en fait, et que je parle de ressources, c'est le temps bien plus que l'argent, en fait, hein. Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont envie de rebondir. Francine, je sais que toi, ça avait été compliqué en période de trouver du temps pour suivre les cours, mais tu avais réussi à rattraper après. Alors, le problème est moins le temps que le soutien managériel. Parce que quand on n'a pas de Ah oui, soutien, toi, oui, oui. tout devient compliqué finalement. Et alors, c'est pas un compliment, mais c'est une réalité. Tu es vraiment un excellent ambassadeur de la design thinking. Ça fait plusieurs années qu'on se suit. Et c'est pas par hasard, c'est parce que vraiment j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et c'est voilà. Il y a un deuxième intérêt donc on perçoit moins, c'est le soutien de tout le monde finalement, c'est transversal. Donc dans une réunion, on a des aides-soignants, on a des cadres, on a des directeurs, on a des représentants des usagers, enfin je veux dire, des gens qui se rencontrent relativement peu. Et ça, même si ça n'aboutit pas à grand-chose, ça fait du lien, enfin voilà. Et donc je crois qu'on aboutit toujours à quelque chose. Le résultat est parfois au-dessus, parfois en dessous de ce qu'on espérait, mais
finalement, on peut reprendre. Et puis, ce qu'on n'a pas réussi à aboutir une première fois, on le reprendra une deuxième fois. Et puis, on aura des nouvelles idées, etc. Ça, c'est pas très grave. Mais la chose qui plombe le plus le projet, c'est vraiment quand il n'y a pas de soutien. Et le temps, bah, finalement, quand on aime bien faire quelque chose, on arrive à le trouver. Enfin, alors, c'est de la palissade peut-être, mais c'est plus que ça. Je crois que c'est motivant parce qu'on aboutit réellement à une avancée dans le domaine qu'on a voulu faire avancer. Enfin, j'ai un collègue, par exemple, qui est également président de CME, qui a réussi à faire un travail, mais vraiment fantastique. Enfin, c'était assez impressionnant sur la gestion entre les directeurs, les médecins, etc. Enfin, c'était quelque chose d'assez fou. Enfin, déjà, le projet me semblait assez fou. Et finalement, il y est arrivé. Alors, clairement, il a vraiment pas plus de temps que moi. Il était également tout le temps sous l'eau, mais c'était quelque chose qui était motivant. C'est quelque chose qui était nécessaire dans l'avancée de son projet, justement, managérial. Et finalement, il y est arrivé. Donc, je crois qu'on est tous arrivés à quelque chose à un niveau plus ou moins abouti, certes, mais on a quand même avancé. Maintenant, je reste identifiée au sein de l'établissement comme celle qui a travaillé sur le zéro bijou. Et bien, rien que ça a fait bouger quelques lignes, même si ça n'a pas été aussi loin que ce que je le souhaitais. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, hein. Je vais reprendre et poursuivre au-delà, parce que je n'ai pas tout à fait abouti à la toute dernière étape du prototypage. Mais je vais le faire, quoi. Clairement, c'est juste, ouais, il y a un moment pour le faire, mais ce qu'il faut absolument, c'est avoir ce soutien managérial, puisque là, ça vraiment, ça complique énormément les choses quand on ne l'a pas. En tout cas, merci Aude pour tout. Merci pour ton retour, Francine. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça, c'est un point hyper important. Et c'est vrai que on voit des grosses différences aussi, ça, d'un établissement à un autre. Après, je pense que c'est pareil, c'est l'acculturation. C'est au fur et à mesure qu'on arrive à en parler, à montrer, à faire la preuve que bah, tout le monde se met à voir que ça a de l'intérêt et à s'ouvrir un peu plus à ce type d'approche aussi, quoi. Ouais. Il y a aussi une histoire de posture. Il y a de plus en plus de managers qui considèrent qu'effectivement, on ne doit pas être en silo, on doit être transversal, mais ce n'est pas encore vrai partout. Et donc, Mm. ça c'est un mur, hein. Mm. C'est clair. Euh, Moi, j'avais une question qui est peut-être un petit peu à côté du sujet central, mais tout à l'heure, Aude, tu disais qu'au début, tu faisais des choses de manière très low-tech et que maintenant, bah, c'est plus trop le cas et que bah, du coup, j'étais un peu curieuse de savoir euh, qu'est-ce qui avait fait que ça avait évolué et si aujourd'hui, tu as l'impression que les solutions doivent plus qu'avant reposer sur pas mal de technologies ou des nouvelles technologies. Enfin, si tu peux nous partager un peu ta vision là-dessus. Ouais, Merci. ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, c'est pas que maintenant je fais que de la tech, c'est pas du tout ça. En fait, j'ai plus ça parce que au tout début, quand je me suis intéressée à tous ces sujets, design thinking, innovation, etc., j'avais envie de faire vraiment du low-tech. Le low-tech, c'est quand même un concept un peu spécifique où il y a énormément de notions dedans, notamment sur de la sobriété, sur une approche qui est vraiment assez rigoureuse. Et aujourd'hui, je considère pas avoir la légitimité comment dire, me réclamer de ce mouvement-là, parce que je ne vais pas assez à fond pour considérer que c'est du low-tech, je pense. Pour autant, moi, je reste quand même beaucoup sur des solutions pas chères et pas forcément tech. Et je sais que ça m'arrive d'ailleurs souvent quand je forme des gens de leur dire non, non, mais en fait là, tu voulais faire du numérique, mais réfléchis juste à ce qui est le plus utile et le plus faisable et le plus rapide. Et en fait, des fois, ils reviennent sur du papier ou ils reviennent sur autre chose. Et donc, moi, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument mettre de la tech partout. Je pense même que c'est assez contre-productif dans un secteur où aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, si on se force à faire que de la tech, en fait, on fait pas grand-chose. Donc non, je disais plus ça en fait, c'est plus dans l'usage spécifique de ce terme-là et dans toute l'approche qui est autour. Et moi, aujourd'hui, je me limite pas du tout à ça. Et je vais bosser des projets assez variés. Mais voilà, moi, je reste quand même assez convaincue que le plus important, c'est vraiment de trouver à faire de l'impact et limite le rapport entre le coût et l'impact, plus il est grand et mieux c'est parce que enfin, vraiment, on est quand même dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de sous, on va pas se mentir, quoi. Donc, si on veut, si à chaque fois qu'on fait un projet, on se dit, ah oui, alors il nous faudrait au moins 50 000 euros pour pouvoir avancer, ben on fait pas grand-chose. Et en fait, voilà, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quel impact j'ai réussi à avoir et qu'est-ce que j'ai résolu comme problème. Et des fois, il n'y a même pas d'outils, il y a juste repenser comment on est organisé, qui fait quoi, à quel moment. Parfois, c'est ça, en fait, qui est pertinent. Et il n'y a pas besoin de créer des outils, des objets ou des objets numériques. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que souvent, bon, en début de formation,
Je dis aux gens, je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas ce que vous allez produire à la fin. Et donc, il y en a plein qui arrivent avec une idée déjà de se dire, bah, moi, je pense qu'à la fin, en plus, on a tendance à aller très vite sur une appli. Moi, je ferai une appli pour ci ou ça. Et je leur dis, bah, peut-être, mais je suis pas sûre. On verra. On verra bien ce qui va ressortir de ton étude. On verra ce qui va ressortir aussi de tes ateliers. Et peut-être que tu feras pas ça. Mais reste ouvert, en fait, à essayer de faire le truc le mieux pour tes utilisateurs. C'est ça qui compte. Et d'ailleurs aussi souvent ce que je vois, c'est des gens qui repartent un peu, pas en arrière, mais qui se sont placés à un endroit du parcours et qui se rendent compte qu'il faut déjà faire quelque chose avant pour que ça soit efficace. Par exemple, il y a une fille qui est sur Quimper, que j'ai eu en formation aussi, qui avait travaillé sur le projet des usagers, où elle disait, bah voilà, dans l'établissement, on a un projet des usagers, personne ne le connaît, il faut qu'on le fasse connaître. C'était sa problématique de départ. Et donc, elle va voir des usagers pour essayer de voir ce qu'ils en pensent de ce projet et quels outils de communication ils utilisent aujourd'hui, etc. Bref, elle fait son enquête. Elle se rend compte qu'en fait, personne ne sait ce que c'est qu'un représentant des usagers. Et que c'est les représentants des usagers qui écrivent le projet des usagers et qu'en fait, déjà, juste d'expliquer aux patients qu'il y a des représentants des usagers et à quoi ils servent, c'est un prérequis pour pouvoir parler du projet des usagers. Et donc en fait, bah, pareil, elle a changé de problématique et elle s'est placée, on va dire, avant, c'est-à-dire déjà faire connaître ce rôle-là. Et donc voilà, elle a bougé d'un cran. Donc ça aussi, des fois, on se dit, bah oui, en fait, la solution, comme il y a plein de trucs qui sont évidents pour nous, on a envie d'aller tout de suite là-dessus, mais des fois, il y a même déjà un sujet de sensibiliser ou d'informer ou d'expliquer avant de pouvoir aller à l'étape suivante. Je crois que j'ai vu, il y a une question. Vois-tu, travailles-tu sur des projets à l'hôpital où l'usage... Ah mais oui, il y avait Jouard, je n'ai même pas vu Jouard. C'est une autre ancienne apprenante aussi. Salut, qui a écrit dans le chat et qui confirme l'aspect managérial. Donc Stéphanie, vois-tu, travailles-tu sur des projets à l'hôpital où l'usage des données en santé est exploité à l'échelle locale pour l'amélioration des soins? Oui, clairement, mais pas forcément dans le cadre de ces formations-là, mais c'est tout à fait possible de pouvoir s'appuyer, bien sûr, sur l'usage des données en santé. En fait, là, sur ce sujet-là, il y a évidemment énormément de réglementations, un règlement de sujets sur quels outils on peut ou ne peut pas utiliser, parce que si on travaille des données de santé, on doit avoir des outils qui sont HDS, qui sont parfois coûteux, qui doivent être très sécurisés, etc. Et donc, c'est vrai que sur les formations qui durent quelques mois et où on a envie très vite de faire du prototypage, c'est pas toujours évident de pouvoir prototyper des trucs parce que là-dessus, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai plus vu ce genre de projet dans d'autres contextes, par exemple sur du conseil où on a plus de temps, plus de moyens, etc. Et que même si j'ai des apprenants qui arrivent en me disant, bah moi, je ferais bien tel outil où il faut beaucoup utiliser la donnée de santé, des fois, je vais leur dire, dans le cadre de la formation, on va faire un truc moins ambitieux parce que là, notre but, c'est surtout de prendre en main la méthode. Et par contre, bien sûr que vous pourrez faire ça dans un deuxième temps. Donc parfois, je vais aussi temporiser et se dire, qu'est-ce qui est... En fait, moi, mon critère sur la formation, c'est qu'est-ce qui est faisable en termes et de temps et aussi de liberté d'action. Je veux dire, bah, choisissez un bac à sable dans lequel vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez. Et donc parfois, ça veut dire faire un truc pas forcément hyper ambitieux tout de suite, mais au moins ça permet de prendre en main la méthode. Parce qu'une fois qu'on sait faire, bah, on peut le faire sur tout ce qu'on veut de toute façon. J'espère que ça répond à ta question. Merci pour vos messages dans le chat. Et évidemment, je comprends tout à fait que vous ayez besoin de partir faire autre chose ensuite. D'ailleurs, moi-même, est-ce que j'ai pas une réunion après? Non, c'est bon. Je peux encore rester quelques minutes s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques. Bon, bah, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation, pour les échanges. J'espère vous retrouver sur le Slack pour pouvoir continuer à discuter. Je vous invite aussi à écouter le podcast. Il y a vraiment des témoignages absolument géniaux, comme par exemple Irénée Lopez Abalca, qui est sur le CHU d'Angers, qui est designer, qui est aussi coprésidente du réseau du design hospitalier, qui est super intéressante. Il y a Clémence Montagne, qui gère le Master Care à l'école de design de Nantes. Là, bientôt, on va sortir un épisode avec Pierre-Yves Brossard, qui gère le tiers-lieu d'expérimentation BOPEX à la PHP. Il y a tous les témoignages d'Annecy. Il y a plein, plein de choses intéressantes à aller écouter pour avoir encore d'autres exemples. Je vous ai pas donné tous mes exemples là dans le webinaire. Donc, si vous aimez les formats podcast, bah, c'est aussi fait pour.
Et puis, comme l'a un peu souligné Benjamin, moi j'essaye aussi de diffuser des témoignages positifs, de trucs qui ont marché, pour vous montrer que tout n'est pas perdu et que même les choses à petite échelle aussi, elles comptent, elles sont importantes aussi. Donc voilà, le podcast, vous verrez qu'il y a des choses de plein d'échelles aussi, il y a des projets très ambitieux et d'autres plus petits, mais je pense que tout ça, c'est important et c'est valable. Et puis, bien sûr, je serais ravie aussi de vous accueillir dans la formation si vous avez envie d'aller plus loin et de vous former à cette méthode-là, ou de vous retrouver sur les prochains webinaires, sur les prochains événements. Voilà. Donc vraiment, allez voir sur le site. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain webinaire, une prochaine rencontre. Merci encore. Merci. Au revoir. Au Merci. Merci, revoir. à bientôt. Au revoir.